que même ce qui, dans la nature humaine, paraît le plus absurde, le plus incohérent, pouvait avoir une rationalité très profonde. Je crois qu'il a offert la possibilité, la démonstration que l'esprit humain, consciemment et encore plus inconsciemment, fonctionne selon des règles très précises, très grammaticales, très géométriques. Et que, d'une certaine manière, tout est décryptable. Et qu'il y a dans l'inconscient humain des règles, et une écriture, une manière de formuler les choses qui est possible à déchiffrer. Lévi-Strauss foi companheiro de viagem, literalmente, dos surrealistas. Atravessou o Atlântico, André Breton, ele conta a história no Tristes Trópicos. Conviveu com surrealistas, com Max Ernst, com outros em Nova York durante a guerra. Muito da sua experiência, muito da sua relação com a arte é mediatizada por essa convivência. A grande fascinação que vários dos surrealistas, não todos, mas vários deles tinham pela arte primitiva, a chamada arte primitiva, era naturalmente compartilhada pelo Lévi-Strauss. Tanto o discurso do estruturalismo quanto do surrealismo dão uma enorme importância à noção de inconsciente. Certamente não se trata do mesmo inconsciente, mas certamente tão pouco é uma coincidência que essa noção tenha, digamos, desempenhe um papel tão importante nesses dois pensamentos. Vers ma 17e année, j'avais été initié au marxisme par un jeune socialiste belge connu en vacances. La lecture de Marx m'avait d'autant plus transporté que je prenais pour la première fois contact, à travers cette grande pensée, avec le courant philosophique qui va de Kant à Hegel. Tout un monde m'était révélé. Depuis lors, cette ferveur ne s'est jamais démentie. Et je m'applique rarement à débrouiller un problème de sociologie ou d'ethnologie sans avoir au préalable vivifié ma réflexion par quelques pages du 18 Brumaire de Louis Bonaparte ou de la critique de l'économie politique. Dans mes années d'adolescence, comme j'étais aussi très intéressé par la politique et que sous une autre influence, celle d'un jeune socialiste belge rencontré en vacances, je m'étais mis à lire Marx, j'y trouvais sur un autre plan quelque chose qui était un peu parallèle à ce que m'apprenait Freud, c'est-à-dire que la conscience se trompe toujours elle-même. Et de ce point de vue, qui est évidemment très théorique, et pas du tout pratique, ce sont deux influences qui m'ont marqué. À un niveau différent de la réalité, le marxisme me semblait procéder de la même façon que la géologie et la psychanalyse, entendues au sens que lui avait donné son fondateur. Tous trois démontrent que comprendre consiste à réduire un type de réalité à un autre, que la réalité vraie n'est jamais la plus manifeste, et que la nature du vrai transparaît déjà dans le soin qu'il met à se dérober. Je me considérais à cette époque uniquement comme un philosophe intéressé par la sociologie. Et quand j'ai eu cette chance de partir au Brésil, parce que mon idée, c'était non pas seulement de voir le monde, mais d'échapper à la routine de la philosophie en me tournant vers l'ethnologie, je suis allé rendre visite à Mauss et à Lévi-Brühl, que je ne connaissais pas du tout. Ils m'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance, ils m'ont encouragé, mais à leurs yeux, je n'étais qu'un étudiant parmi des quantités d'autres, et qu'ils étaient heureux de voir partir sur des terrains lointains, mais auxquels ils n'avaient aucune raison de faire une confiance très grande.
Ma carrière s'est jouée un dimanche de l'automne 1934, à 9h du matin, sur un coup de téléphone. C'était Célestin Bouglet, alors directeur de l'École normale supérieure. Avez-vous toujours le désir de faire de l'ethnographie? Certes. Alors posez votre candidature comme professeur de sociologie à l'université de São Paulo. Les faubourgs sont remplis d'Indiens. Vous leur consacrerez vos week-ends. Mais il faut que vous donniez votre réponse définitive à Georges Dumas avant midi. À ce moment-là, l'ethnologie n'existait pas beaucoup en France sur une base universitaire. Il n'y avait pas de chaire d'ethnologie dans les universités, seulement des chaires de sociologie. Et c'est autour de 1925 que s'est fondé l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris, qui a été le premier centre de formation. Donc c'était une époque où les fondateurs, si je puis dire, de l'ethnologie française, Mauss, Lévy-Bruhl, Rivet, recrutaient. Ils se tournaient un peu vers ceux qui avaient été formés dans les disciplines voisines. Et donc, j'ai dit à ceux qui étaient mes maîtres que j'aimerais bien faire de l'ethnologie dans un pays lointain, mais je n'ai pas choisi le Brésil. C'est le Brésil qui m'a choisi. Mieux qu'Athènes, le pont d'un bateau en route vers les Amériques offre à l'homme moderne une acropole pour sa prière. Ma pensée s'élève vers vous, survivant d'une arrière-garde qui a si cruellement payé l'honneur de tenir les portes ouvertes. Indien, dont à travers Montaigne, Rousseau, Voltaire, Diderot, l'exemple a enrichi la substance de quoi l'école m'a nourri. Huron, Iroquois, Caraïbes, Toupie, me voici. O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara. O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela. A Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguela. E eu menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela, o que é uma coisa bela. O amor é cego, Ray Charles é cego, Stevie Wonder é cego e o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem. Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara, mas era ao mesmo tempo bela e banguela a Guanabara. Em que se passara, passará o raro pesadelo. Je me sens embarrassé pour parler de Rio de Janeiro, qui me rebute, en dépit de sa beauté tant de fois célébrée. Comment dirais-je? Il me semble que le paysage de Rio n'est pas à l'échelle de ses propres dimensions. Le pain de sucre, le corcovado, tous ces points si vantés paraissent aux voyageurs qui pénètrent la baie comme des chicots perdus aux quatre coins d'une bouche édentée. Si l'on veut embrasser un spectacle, il faut prendre la baie à revers et la contempler des hauteurs. Rio est mordu par sa baie jusqu'au cœur. On débarque en plein centre, comme si l'autre moitié, nouvelle Is, avait déjà été dévorée par les flots. No Noa Noa, Gauguin abre dizendo que a entrada da Baía do Tahiti é linda. Aí ele diz, não tão linda quanto a Baía do Rio de Janeiro, né? Gauguin, né? Essa música O Estrangeiro, eu comecei botando essas opiniões entusiásticas desses estrangeiros diante da beleza da Baía de Guanabara e incluí a do Lévi-Strauss, que diferentemente é negativa, ele acha feio, né? Ele achou feio, ele acha que parece uma boca desdentada, né? E eu
Mais, pour qui vient d'arriver, tout cela vit d'une existence unique et globale. Ce qui m'entoure de toutes parts et m'écrase, ce n'est point la diversité inépuisable des choses et des êtres, mais une seule et formidable entité, le Nouveau Monde. L'État de São Paulo, aussi grand que la France, que les cartes de 1918 indiquaient encore aux 2/3, territoire inconnu habité seulement par les Indiens, ne comptait, quand j'arrivais en 1935, plus un seul indigène. Heureusement, à défaut des faubourgs de São Paulo, à 3000 km dans l'intérieur, les Indiens étaient encore là. Índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá. Je voudrais insister sur un autre point. Nous avons dit un mot de la nature. Mon intérêt pour les Amérindiens est bien connu. Mais il y en a un autre qui s'est affirmé au Brésil, c'est un intérêt pour le phénomène urbain. São Paulo, qui atteignait à peine le million d'habitants à ce moment-là, était une ville où on disait qu'il se construisait une maison par heure. Un esprit malicieux a défini l'Amérique comme un pays qui a passé de la barbarie à la décadence sans connaître la civilisation. On pourrait, avec plus de justesse, appliquer la formule aux villes du Nouveau Monde. Elles vont de la fraîcheur à la décrépitude sans s'arrêter à l'ancienneté. Au moment où les nouveaux quartiers se dressent, ce sont à peine des éléments urbains. Ils sont trop brillants, trop neufs, trop joyeux pour cela. En 1935, les polistes se vantaient qu'on construisit dans leur ville en moyenne une maison par heure. La ville se développe à une telle vitesse qu'il est impossible de s'en procurer le plan. Chaque semaine demanderait une nouvelle édition. Dans ces conditions, l'évocation de vieux souvenirs ressemble à la contemplation d'une photographie fanée. Au moins peut-il offrir un intérêt documentaire. Je verse les fonds de tiroir de ma mémoire aux archives municipales. Au Brésil, on pouvait assister sous une forme ramassée et dans le laps de quelques années à la création de cette réalité sociale extraordinaire qui est une ville et qui, dans les plus vieux pays, est le résultat de l'intervention